On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la La recette. recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. C'est grand chez vous. Enchanté Clément. Ça va ? Julie. Bienvenue Julie. Merci. On peut se tutoyer ? Oui, avec plaisir. On a des granolas, pâte à tartiner, excellente. Ça cartonne. C'est des rillettes de thon. On a pas mal d'épices aussi, ça fonctionne bien. Les épices, c'est des chips soufflés. Et ça, la date, c'est avril. DLC, DDM, DLUO, qui ne s'est jamais perdu dans la jungle des dates de péremption. J'ai pendant longtemps ignoré la différence entre ces indications et comme vous peut-être, il m'arrive encore souvent, face à une date dépassée, de m'interroger. Donc tu vois là, c'est une purée de pommes fraises. Ce produit peut-il encore être consommé ? Y a-t-il un risque pour ma santé ? Ces questions, ce n'est pas seulement dans nos frigos qu'elles se posent, car chaque année, des milliers de produits sont écartés des circuits de distribution à cause de dates courtes, mais aussi de surstock ou de défauts d'emballage. Et la plupart finissent à la poubelle avant même d'arriver en rayon. On marche sur la tête en fait. Face à un tel gâchis, de plus en plus d'entrepreneurs, comme mon invité, se sont mis en quête de solutions. Je suis Clément Méry, je suis le cofondateur de Willy Anti-Gaspi. Clément et son associé Jonathan ont créé il y a 3 ans une épicerie en ligne pour donner une seconde vie à des produits bio et français qui se sont vus refuser l'entrée des supermarchés. Alors, pourquoi tant d'aliments ne sont-ils jamais distribués ? Quels produits peut-on encore manger malgré une date dépassée ? Et comment s'y retrouver pour éviter de gaspiller ? Voici la recette de Clément Méry. C'est une nouvelle recette en plus, il y a marqué sur le packaging. Bonjour Clément. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre entrepôt à Saint-Ouen, près de Paris. Clément, tu es le cofondateur de Willy Anti-Gaspi, un magasin en ligne qui propose des invendus à prix réduit. Aujourd'hui, on le sait, près d'un tiers des denrées alimentaires que nous produisons finissent à la poubelle. Alors, première question, pourquoi ce choix de s'attaquer à cet enjeu du gaspillage alimentaire ? Oh, c'est une vaste question. La réponse, c'est que j'avais envie de monter une boîte, une entreprise à impact, et j'avais envie de mettre du sens dans ce que je fais au quotidien. Et du coup, on a réfléchi avec mon cofondateur Jonathan à plein de projets à impact. On a réfléchi à de l'énergie, on a réfléchi à la mobilité, et finalement, on s'est arrêté sur un business qui est assez facile à comprendre. Au final, nous, on est des épiciers en ligne et on lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ça s'adresse à tout le monde, à monsieur et madame tout le monde. Et on s'est dit que c'était un moyen, il y en a plein, mais c'était un moyen d'avoir un impact hyper rapide, hyper mesurable sur notamment le gaspillage alimentaire, qui est un fléau. On aura l'occasion de le détailler juste après, je pense. Exactement, on va avoir l'occasion de le détailler, tu vas m'en dire plus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu me parles un peu de toi. Où as-tu grandi, Clément, et à quoi ressemblait la cuisine de ton enfance ? Moi, j'ai grandi à Massy, en banlieue parisienne, au sud de Paris. Massy, c'est une ville de banlieue à l'époque, c'était pas génial, c'était connu pour son école de rugby, et c'est à peu près tout. Mais j'ai fait beaucoup de rugby d'ailleurs jeune. Et ma cuisine, moi je suis une famille de 3 enfants, j'ai 2 petites sœurs, et c'était ma maman qui cuisinait, qui est une super cuisinière, et on a toujours bien mangé. C'était des bons moments en famille, partagés toute ma jeunesse, quoi. Et qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit ? Et quel a été ton parcours, finalement ? J'ai mis longtemps à savoir, j'avais pas une vocation, je savais pas pendant longtemps ce que j'avais envie de faire. Moi j'avais un peu la bougeotte, j'avais envie de voyager, donc en fait je suis rapidement parti à l'étranger. J'ai commencé une super boîte qui s'appelle Decathlon, que tout le monde connaît, où j'ai eu vite des responsabilités. Moi je suis un fou de sport aussi, donc j'étais content de pouvoir évoluer dans ce monde-là. C'est grâce à Decathlon, avec Decathlon que je suis parti au Sri Lanka notamment pendant 5 ans. Super expérience pro et perso.
Et puis après, j'ai décidé de démissionner et puis de partir à New York pour monter un projet entrepreneurial, un restaurant français que j'ai monté avec un ami. Et j'ai fait ça pendant 5 ans aussi, de 2016 à 2021. Et puis après, on a pris le Covid un peu comme tout le monde, mais sauf qu'à New York, c'était encore plus violent qu'en France parce qu'il n'y avait pas d'aide et c'est l'Amérique avec ses points positifs et l'American Dream et ses difficultés dans ces genres de situations. Et du coup, et puis en même temps, ça faisait longtemps que je voulais m'associer avec Jonathan pour monter un projet. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu dispo l'un et l'autre, et c'est pour ça que je suis rentré en France. Tu bosses dans le milieu du sport, dans une boîte où a priori tu étais épanoui, tu es au Sri Lanka et tu décides de faire un virage à 360 pour monter un resto à New York. C'est quand même pas commun de faire ça. Non, c'est pas commun. Ouais, le virage est hyper violent parce que du Sri Lanka à New York, il y a quand même rien qui se ressemble, tout est différent. Et puis effectivement, je quittais une situation professionnelle très stable avec un super boulot, des conditions d'expatriation, et je lâche tout ça et je me dis que j'ai envie d'aller à New York, de monter un restaurant. Il y a plein de trucs qui m'attirent là-dedans et c'est quand même un choix un peu réfléchi. C'est que New York, ça m'attire depuis toujours. C'est un rêve de petit garçon. Je me dis, voilà, c'est l'occasion ou jamais. J'ai pas de famille, j'ai pas trop de responsabilités perso, donc c'est l'occasion de y aller. C'était quand même un pari hyper risqué. J'avais jamais bossé en restauration et je connaissais très mal ce monde-là, mais je me dis que c'est quand même quelque chose qui a énormément la cote à l'étranger, notamment à New York, et que la cuisine française, le savoir-faire français, c'est quelque chose qui marche super bien. Et donc je me dis, il y a quelque chose à créer, et on va pas réinventer la roue, mais on va faire un restaurant où on va essayer de faire un peu mieux que tout le monde sur tous les critères. Donc on voulait être meilleur sur la qualité de la nourriture, les produits, le dressage, l'assaisonnement. Donc on a travaillé avec une super chef qui nous a aidé vraiment à faire ce niveau de qualité de cuisine. Mais on voyait l'alimentation, ce qu'il y avait dans l'assiette, mais aussi tout ce qui était autour. C'était vraiment un package complet. Et en fait, on avait créé cette petite bulle un peu hors du temps, je trouvais, qui était plutôt cool parce que le resto s'appelait Troquet. Vous veniez à Troquet. Vous mangiez super bien, c'était niveau gastronomique, au niveau de la nourriture, du dressage, c'était que des super produits, on faisait vachement attention à ça, mais il n'y avait pas tous les codes du gastro, donc il n'y avait pas de nappe, il y avait de la musique d'ambiance un peu fort, c'était un endroit qui vivait, qui était vivant, et donc moi, l'alimentation pour moi ça a toujours été rassembleur et un moment de partage. Donc ce resto, c'était ta première expérience dans le secteur de l'alimentation, Ouais. Et ensuite tu rentres à Paris, c'est ça ? Pour créer Willy Anti-Gaspi. Ouais. Pourquoi avoir quitté New York et surtout pourquoi avoir continué ensuite sur le chemin de l'alimentation et puis de l'alimentation engagée puisque vous vous êtes attaqué avec ton associé au gaspillage alimentaire. Raconte-nous un petit peu ce projet de Willy Anti-Gaspi, comment tout a commencé. Et d'ailleurs, c'est qui ce Willy ? Il y a plein de questions. 2021, Covid... 2020-2021, Covid, New York très compliqué. Il y a 70% des restos qui ferment à New York, à Manhattan, donc c'est un carnage. Il y a très peu d'aide, donc New York tout coûte cher. Il y a des vrais sujets économiques en fait. Ce qui était hyper compliqué, c'est qu'on n'avait pas de visibilité en fait. On savait pas combien de temps ça allait durer ce Covid là. Tout le monde parlait de ça, mais personne savait trop de quoi il s'agissait. Et donc en parallèle, je sentais bien que ça allait être compliqué. Du coup, avec Jonathan, mon associé sur Willy Anti-Gaspi, on réfléchit à plein de choses et on n'a pas tout de suite arrêté en fait la décision de partir sur la lutte contre le gaspillage. Ce qui était sûr, c'est qu'on voulait avoir un projet à impact. On est tous les deux jeunes parents et on se disait il faut quand même qu'on soit ultra fiers. Enfin, on avait envie d'être ultra fiers et de se dire notre quotidien pro, on y passe énormément de temps, on veut être fier pour en parler et avoir de l'impact, et c'est un truc qui nous tenait à cœur. Donc on a réfléchi à plein de sujets, la mobilité, l'énergie, l'alimentation, et on est arrivé sur l'alimentation parce que on a fait le constat de se dire il y a quand même un truc qui cache un peu toutes les cases, c'est que si en France et ailleurs d'ailleurs, si on veut bien manger, donc le bien manger il reste à définir, mais les critères importants sur lesquels tout le monde s'accorde plus ou moins, c'est les produits bio, ou en tout cas consommer de saison ou consommer local, c'est réservé à une population et à une élite parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est le prix et que c'est ultra cher et qu'en fait il y a plein de familles qui voudraient manger qui mieux consommer, mieux manger, mais ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour. Donc on a fait ce constat-là et de fil en aiguille on s'est dit il y a peut-être une possibilité de trouver un moyen de faire
qu'on rend ces produits-là accessibles. Et en creusant le problème de l'anti-gaspi, on s'est rendu compte que en amont de la chaîne, il y avait des producteurs qui avaient des stocks d'invendus, qui ne savaient pas comment les gérer, qui étaient obligés de détruire ces produits-là. Et donc nous, on s'est dit, on va racheter ces stocks-là un peu moins cher. Ça permet aux producteurs de pouvoir déstocker ses entrepôts, mais en même temps de ne pas béner, de ne pas avoir un trou dans sa trésorerie parce qu'on va lui racheter les produits, il ne nous les donne pas. Et en même temps, comme on les achète moins cher, on va être capable de les vendre moins cher à nos clients. Donc nous, en moyenne, sur le site, on vend entre 25 et 50% moins cher. Donc c'est vraiment des vraies économies. Et en fait, ça permet aux gens qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter des bons produits, d'accéder à des super produits quali, bio ou français ou local, à des prix vraiment moins chers. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, ça coche plein de cases et en fait, l'impact, il est assez multiple sur l'environnement, évidemment, mais sur les inégalités sociales, sur l'accessibilité à des bons produits. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où, avec ton associé, vous vous êtes dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. À quel moment vous avez pris conscience de cet enjeu du gaspillage alimentaire et vous avez choisi d'y aller ? Il y a deux réponses à ça. En tout cas, pour moi, il y a l'arrivée de mon premier enfant. Moi, j'ai trois petits garçons. J'ai eu trois garçons en 4 ans. Donc, le fait d'avoir des enfants, c'est sûr que moi, ça m'a aidé dans mon cheminement de me dire, faut encore faire plus attention à la façon de consommer, à ce que je consomme de façon égoïste, parce que qu'est-ce qui est bon pour moi et du coup, qu'est-ce qui est bon pour les enfants. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, avant de complètement se concentrer sur le gaspillage alimentaire, avec Jonathan, on avait lancé une première activité qui était une épicerie bio en ligne moins chère. Et c'est un truc qu'on a fait pendant 1 an et ça n'a pas fonctionné directement. Et du coup, on n'avait plus d'argent sur le compte et on a failli mourir. Et en fait, on a fait un inventaire dans notre entrepôt à Saint-Ouen. On a identifié plein de produits avec des dates courtes, donc des produits qui étaient quasiment en date de péremption. On les a mis sur le site internet avec une petite famille anti-gaspi. Et à ce moment-là, en fait, la famille anti-gaspi a explosé par rapport au reste du site. Et donc, c'est ça un peu le déclenchement qui nous a fait nous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a le droit de vendre ces produits-là ? Est-ce qu'il y a un risque à consommer ces produits ? Qu'est-ce que c'est DDM, DLC, DLUO ? La vérité, c'est que moi, je n'étais pas hyper au clair de tous ces sujets-là, comme plein de Français d'ailleurs. C'est une grosse partie de mon job, c'est de la pédagogie sur expliquer qu'est-ce que c'est que tous ces acronymes, quel est le risque, est-ce que je peux consommer ou pas. Et donc là, il y a un gros travail de pédagogie à faire là-dessus. Et à ce moment-là, donc en fait, on s'est dit, l'anti-gaspi, ça a l'air d'être un vrai sujet. On a creusé, c'est quoi les tenants, les aboutissants, comment on peut avoir de l'impact là-dessus. Et c'est en une dizaine de jours, donc hyper rapidement, on a tué le premier business sur lequel on travaillait, qui s'appelait Goût de Marché. Et on s'est concentré uniquement sur la lutte contre le gaspillage. C'est comme ça que ça a démarré. C'est typique de l'entrepreneuriat de faire pivoter son activité parce que en lançant une première activité, on se rend compte en fait qu'il y a une problématique plus forte derrière. Complètement. Souvent en entrepreneuriat, on dit qu'est-ce qui est une bonne idée ou une mauvaise idée. En fait, une bonne idée, c'est répondre à un vrai problème. Et une fois que vous avez trouvé un problème et que vous avez une vraie réponse à apporter, alors vous avez un terreau intéressant pour monter une boîte. Et justement, le terreau, comme tu dis, de l'anti-gaspi, il y a énormément de choses à faire, de solutions à mettre en place parce que l'enjeu est immense. Willy Anti-Gaspi a 2 ans et demi, donc. Comment ça marche ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Il y a 2 choses hyper importantes dans ce qu'on fait dans le projet qu'on porte. C'est les prix sont vraiment moins chers. En moyenne, c'est 30% moins cher, donc c'est des vraies économies. Et ça fait résonance avec plein de problèmes de pouvoir d'achat et plein de problèmes d'inflation. Donc il y a plein de gens qui ne pouvaient pas acheter les produits qu'on propose. On ne fait que des produits bio et français, donc ils sont très contents de pouvoir les acheter. Et la deuxième chose, c'est la lutte contre le gaspillage. Je crois que le chiffre de l'ADEME, c'est 93% des Français trouvent ça inacceptable. Donc en fait, c'est un sujet qui fait consensus et tout le monde se dit c'est une catastrophe ce truc de gaspillage alimentaire. Il faut que je m'engage. Et donc nous, on a trouvé un système qui fait que on est capable, de façon très simple, de proposer un service où les gens viennent en premier parce que c'est moins cher. Mais après, les gens, ils sont hyper sensibles au fait de se dire quand je consomme comme ça, j'ai consommation beaucoup plus responsable et donc je lutte contre le gaspillage et à chaque fois que j'achète un produit sur le site, c'est un produit en moins à la poubelle. Donc comment ça fonctionne, Willy Anti-Gaspi ? Vous rachetez des produits, c'est ça, avec des dates de péremption courtes ou alors des surplus de production. Est-ce que tu peux m'expliquer et de quel type de produits il s'agit, d'où ils viennent ? Ouais, tout à fait. Alors la solution la plus simple pour en parler, c'est de repartir du gaspillage dans son ensemble. Donc le gaspillage alimentaire, c'est 3 niveaux de gaspillage. Il y a les marques et les producteurs. C'est 25% du gaspillage alimentaire, donc nous on se connecte à ce niveau-là. En dessous, il y a les magasins, donc ça c'est la partie visible de l'iceberg. Et après, les 50% restants, c'est chez vous et moi de l'assiette à la poubelle. Donc nous on se connecte au niveau de la strate la première, en fait, au niveau des marques et des producteurs. Donc on se connecte avec ces producteurs
et on leur rachète des produits qui auraient fini à la poubelle pour plein de mauvaises raisons. Les raisons, ça peut être des surstocks, des dates courtes, des changements de packaging, des changements d'emballage, plein de raisons en fait qui font que le produit il est tout à fait bon à la consommation, mais on veut pas qu'il finisse à la poubelle, et donc c'est pour ça qu'on le rachète à ces producteurs. Donc là, on va arriver dans l'entrepôt de Willy Anti-Gaspi. On est là depuis le début de l'activité, donc depuis février 2022. Et là, tu as tous les produits donc, qu'on sauve de la poubelle, donc anti-gaspi. C'est un peu bruyant parce que les équipes elles sont en train d'envoyer les dernières commandes pour aujourd'hui. C'est des chips soufflés. Donc nous, la partie épicerie salée, épicerie sucrée, c'est des choses qui marchent super bien chez nous. Donc là, c'est une marque connue qui est une marque bio. C'est des produits faits en France. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. On a 1300 refs, on a plus de 300 marques avec qui on travaille au quotidien. Du chocolat noir amande entière. Le chocolat, ce qui est bien, c'est que même si tu passes la date ou si tu es sur une date courte, au pire, il va blanchir un peu, mais en fait, il n'y a aucun risque sanitaire à le consommer et il est tout aussi bon. Donc en fait, c'est une aberration absolue de jeter ces produits-là et on se rend compte que ce qu'on fait au quotidien, ça a vraiment du sens et c'est surtout du bon sens en fait. C'est vraiment cette démarche de se dire, remettons un peu de bon sens dans notre consommation. Enfin, de façon hyper positive en fait, et que tout le monde gagne. Le producteur est content de pouvoir trouver une alternative à ces produits-là, parce que nous on lui rachète, donc il gagne un peu d'argent et vide ses entrepôts. Derrière, le client il va acheter ce produit-là 30-40% moins cher, donc c'est des vraies économies, ça parle à tout le monde. Et nous au milieu on a trouvé une équation qui fait que on gagne de l'argent, on est capable de recruter, on était 2 il y a 2 ans, on est 19 maintenant, donc c'est un système comme on dit gagnant, gagnant, gagnant. Mais là c'est fou en fait, la date de péremption c'est 2027. Pourquoi c'est des surstocks en fait. Donc, la grande distrib elle va dire à cette marque-là, moi, il faut absolument que vous ayez tout le temps du stock dispo pour moi, parce que sinon, je vous déréférence et je mets une autre marque à votre place. Et donc, ils ont toujours un peu de surstock, parce que la marque préfère en avoir un peu plus que pas assez, et du coup, elle garantit un peu sa place en grande distrib. Ce qui, derrière, engendre des problèmes de gaspillage et de destruction de produits. Donc, c'est là que nous, on amène une solution alternative. Quel type de produits vous achetez du coup? Parce que c'est des produits principalement bio et français, c'est ça? Ouais. Pourquoi vous avez fait ce choix de produits de qualité? On essaie d'être cohérent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et ce qu'on crée. Parce que ça n'a pas de sens en fait d'avoir une boîte à impact si on dégrade complètement d'autres aspects de l'activité. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est que évidemment, on n'allait pas mettre des billes de polyester ou du plastique dans les colis pour protéger les bouteilles en verre, parce que si c'est lutter contre le gaspillage, mais mettre du plastique partout, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on recycle les cartons de nos fournisseurs avec une machine qui s'appelle une matelasseuse. Et la deuxième partie de la réponse, c'est énorme le gaspillage alimentaire. En fait, il n'y en a jamais eu autant qu'en pleine crise alimentaire. C'est un repas par Français par semaine, donc c'est très concret et c'est 10 millions de tonnes de produits qui sont jetés tous les ans rien qu'en France. Et on s'est dit qu'en fait, en voyant l'espèce de chantier énorme qu'on avait devant nous, on s'est dit on va déjà parler avec des gens qui essaient de bien bosser, donc soit des produits bio, soit des produits français. On va travailler avec ces marques-là, on va déjà essayer de proposer une solution pour réduire le gaspillage avec ces gens-là, et puis peut-être qu'un jour on travaillera avec des plus gros producteurs, mais en tout cas on essaie de faire les choses étape par étape, et puis nous on est des vieux entrepreneurs, on a déjà monté des projets, et on connaît l'importance du focus, donc on préfère faire les choses dans l'ordre, mais bien faire les choses. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et c'est quoi les critères, du coup, pour être référencé sur votre site? Comment vous choisissez vos produits? C'est soit l'origine de production, donc locale, donc principalement français, ou labellisé bio. Donc nous, on se réfère au label bio, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, ça, c'est une question qui est encore ouverte, parce que par exemple, on a référencé des produits de l'épicerie fine italienne, parce qu'en fait, elle avait du sens. C'était des produits qui n'étaient pas français, mais qui avaient du sens à être sur le site internet. Ou alors, parfois, on se pose la question sur des produits véganes. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les hommes, donc potentiellement, on le référence chez nous. Il y a plein de clés d'entrée, en fait. C'est un vrai sujet, et encore une fois, nous, on est une jeune société, donc c'est encore un travail qu'on veut agile et toujours en perpétuelle réflexion, de se dire comment on catégorise un bon produit. En tout cas, les clés d'entrée, c'est celles que je viens de vous donner là, mais peut-être que c'est amené à évoluer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit être basé sur du bon sens. Et ça, c'est vraiment le sujet et le critère numéro 1 pour nous. Qui sont vos clients et pourquoi ils achètent Willy Anti-Gaspi? Plus parce que c'est pas cher ou plus parce que c'est des bons produits? Alors, qui sont nos clients? Nos clients, c'est des femmes, déjà. C'est 99% de nos clients sont des clienteux. Donc, ce qui montre qu'il y a encore du taf et du boulot sur
l'acte d'achat en France, mais factuellement, on se rend compte que c'est ça la situation aujourd'hui. C'est des gens qui sont partout en France. Nous, on voulait absolument pas faire un projet de bobo parisien, et on est content de voir que Paris, c'est que 7% de notre activité. Donc nous, la moitié des gens, plus de 50% des gens, viennent de campagne ou de petites villes. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que on parlait effectivement d'accessibilité économique avec des prix pas chers, mais il y a aussi un sujet sur l'accessibilité géographique. Et effectivement, c'est des gens qui vont venir souvent pour une question économique. En fait, la clé d'entrée, elle est différente en fonction de chaque genre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens pour consommer bio ou local au quotidien. Et du coup, c'est pour ça qu'on est content de voir que, avec les réductions qu'on propose sur le site, il y a plein de gens qui maintenant peuvent consommer des bons produits alors qu'ils ne pouvaient pas se le permettre précédemment. Vous, votre solution, c'est donc de racheter en amont des filières de distribution. C'est ce que tu nous as expliqué. Ces produits, pourquoi ils ne sont pas vendus? Pourquoi vous avez la possibilité de les racheter? Pourquoi ils ne finissent pas dans nos supermarchés? La raison principale, c'est la rigidité du système de distribution actuel. C'est-à-dire que la grande distrib, qui est la grande majorité de là où les gens vont aller faire leurs courses en France, fait que les industriels, les marques, sont hyper dépendants de la façon dont ils vont être capables de vendre à ces grands magasins, à la grande distribution. Je prends un exemple très, très simple, ça s'appelle les contrats dates, c'est un peu technique, mais finalement c'est pas très compliqué à comprendre, c'est qu'un produit qui sort d'usine au 1er janvier avec une DDM au 31 décembre, la grande distribution va lui demander 2/3 de date. C'est-à-dire que la grande distrib va refuser à partir d'avril le produit en lui disant il n'y a plus assez de temps entre avril et le 31 décembre sur l'emballage pour que moi je sois capable de gérer ce produit-là dans mes entrepôts, dans ma logistique, et puis que ça soit suffisamment sexy pour mes clients qui vont venir acheter. Et en fait, ça fait que nous, on rachète des produits qui sont considérés en date courte par la grande distribution, mais sur lesquels il reste 3, 4, 5, 6 mois de date avant la date marquée sur l'emballage. Donc c'est même pas des vraies dates courtes, c'est des fausses dates courtes qui sont refusées par la grande distrib parce qu'ils ont un système de logistique qui est hyper rigide et ils sont pas capables, ou en tout cas ils préfèrent refuser ces produits-là plutôt que de les intégrer dans leur système de distribution. C'est incroyable ce que tu nous racontes parce que c'est un gaspillage massif dont on parle très peu en fait. Pourquoi on n'en parle pas? Comment ça se fait que ça marche comme ça encore aujourd'hui? On est dans un système où il y a toujours la course un peu à l'événement. Par exemple, on a acheté l'an dernier des pâtes en forme de chauve-souris post-Halloween, parce que du coup, comme Halloween était passé, il restait des stocks de pâtes en format Halloween. Personne ne voulait les acheter parce que c'était après Halloween, et donc du coup, ils allaient détruire ces produits-là. Sauf qu'en fait, pour les petits, pour les enfants, des pâtes avec une forme Halloween avant ou après Halloween, il n'y a aucune différence et il n'y avait aucune raison de jeter ces produits-là. Donc en fait, on se rend compte que les dates courtes, les surstocks, c'est les raisons principales sur l'alimentaire. Mais en fait, tous les jours, on se rend compte de raisons qui font que ces produits-là sont refusés par la grande distrib et du coup qui sont détruits. Et c'est à ce moment-là que nous, on peut les racheter. Récemment, on a eu des soupes où il manquait le producteur n'était pas capable de donner la certification label pour les oignons, pour un des ingrédients spécifiquement dans cette soupe-là. Et comme il y avait marqué label bio sur la soupe, mais qu'il manquait cet agrément-là, il ne pouvait pas être vendu en magasin bio spécialisé. Donc nous, on a récupéré ces produits-là et on a pu les revendre directement sur le site. Donc il y a de plus en plus de raisons, en fait, on se rend compte des changements de packaging, des changements d'emballage, des arrêts de référence aussi, il y a des références qui sont arrêtées, donc il y a un stock qui reste, nous on va le récupérer plutôt qu'il soit jeté parce que la marque ou le producteur ou la grande distribution préfère aller sur la nouvelle marque, le nouveau packaging, le nouveau design, plutôt que d'avoir en même temps les deux produits dans les rayons. Donc je vous confirme, c'est que des raisons qui sont complètement absurdes et pas acceptables, quoi. Pourquoi on en parle moins? C'est parce que c'est aussi moins visible. C'est-à-dire que les magasins, c'est là qu'il y a eu beaucoup le plus de lois, le plus de sujets, le plus de reportages. C'est vraiment au niveau du magasin, mais parce que c'est un peu culturel chez nous. C'est-à-dire que quand la grande distrib est arrivée dans les années 70, tout le monde était dithyrambique. D'ailleurs, sous un seul toit, je vais pouvoir acheter tous mes produits. Et depuis toujours, en tout cas ma génération et la génération d'avant, ils ont toujours fait leurs courses dans les magasins, dans la grande distribution. Donc c'est ancré un peu dans la façon de consommer en France. Et au final, en France et dans le monde d'ailleurs, mais en final, c'est en train de changer. La masse et la pédagogie et tous ces sujets-là, en fait, à grande échelle, c'est assez récent, en fait, qu'on parle de toutes ces choses-là. Le gaspillage alimentaire, il y a 10 ans, c'était pas du tout mis en avant, quoi. Donc,
il faut remettre les choses un peu en perspective, c'est que c'est des sujets hyper graves, mais au final qui sont en train de pop-up et qui sont de plus en plus visibles, mais c'est des sujets qui sont assez récents au final. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait selon toi? Vous avez mis en place une solution, mais quelles seraient les solutions à mettre en place à d'autres échelles? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur ou peut-être c'est au niveau de la loi? Donc nous on propose une solution, il y a plein d'acteurs qui proposent des solutions pour lutter contre le gaspillage. Après, le système de grande distrib, c'est énorme en fait, c'est une espèce un truc un peu tentaculaire qui est monstrueux, et nous on s'est dit en vrai on sait pas trop comment changer ce système-là parce que c'est très gros quoi. Donc on s'est dit plutôt que de changer ça, comment on peut proposer une solution alternative pour réduire le gaspillage. Et je pense que c'est la bonne approche. Après, il faut que tout le monde s'y mette. Ça peut passer par la loi, ça peut passer... Actuellement, il y a des choses qui font que sur des produits non périssables, il y a des propositions de supprimer les DDM sur les produits. Mais bon, c'est un peu des effets d'annonce parce que ça correspond à très peu de produits. Et puis au final, c'est plus ou moins mis en place. Ça prend un peu de temps. Et aujourd'hui, si vous ne rachetez pas ces produits, parce que vous les rachetez, c'est ça, tout à fait, aux producteurs, si vous ne rachetez pas ces produits aujourd'hui, ils vont où? Alors, la plupart, ils sont détruits en fait. Donc, je dis la plupart parce qu'on a encore du mal à mesurer le pourcentage exact des produits qui auraient été détruits et des produits qui auraient trouvé une alternative. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, les producteurs, ils ont leur entrepôt, ils ont besoin de faire de la place parce qu'ils ont besoin de faire rentrer des nouveaux produits. Enfin, ils ont des produits qui ne sortent plus parce que un certain magasin de la grande distrib a dit moi je prends plus la référence A et du coup il reste 3 palettes de la référence A et qu'est-ce que j'en fais? Du coup je vais le détruire. Au début on appelait toutes ces marques là et on essayait d'exister parce qu'on était tout petits et peu connus, et puis maintenant on a plein de marques qui nous sollicitent directement en disant voilà, moi j'ai ces 3 palettes de produits, elles sont tout à fait bonnes à la consommation, est-ce qu'on peut travailler ensemble plutôt que vous pouvez me les racheter plutôt que moi je les détruise, ça coûte de l'argent. Ouais. Il y a aussi un énorme enjeu sur les dates de péremption. Au moins 20% du gaspillage serait dû à une mauvaise compréhension des dates de péremption par les consommateurs, mais il y a aussi, tu nous l'as expliqué, un enjeu parce que en fait, la grande distribution n'accepte plus certains produits parce qu'ils sont périmés ou presque, alors qu'ils sont tout à fait consommables. Comment ça marche aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, les dates de péremption? Quelle est la différence entre DLC, DDM, DLUO, DCR aussi? Est-ce que tu connais la différence? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, avec plaisir. La vérité, c'est que c'est ultra pas clair. Donc, c'est normal qu'il y ait plein de gens qui ne comprennent pas, quoi. Et il faudrait simplifier ça et expliquer et faire de la pédagogie là-dessus. L'explication simple, c'est la suivante. Il y a 2 splits. Le premier, c'est les produits frais et versus les produits secs. Sur les produits frais, on parle de DLC, date limite de consommation, ce qui veut dire à consommer jusqu'au. Et d'ailleurs, si vous regardez sur l'emballage, il y a marqué à consommer jusqu'au. C'est-à-dire qu'il y a un risque sanitaire potentiel de consommer ce produit après la date. Ça, c'est les produits frais. La deuxième partie, c'est les produits secs. Donc là, on parle de DDM, date de durabilité minimale, qui sont les anciennes DLUO. Donc la DLUO et la DDM, c'est pareil. DLUO, c'était avant. Maintenant, on parle de DDM. Et ça veut dire à consommer de préférence avant. Donc c'est de préférence. C'est une recommandation de consommation. Vous voyez aussi sur l'emballage, il y a marqué à consommer de préférence avant. Et donc, vous pouvez consommer ce produit-là après la date qui est marquée sur l'emballage, sans risque sanitaire. Donc ça va correspondre à tous les produits secs. Donc c'est les produits que vous allez trouver sur notre site, le thé, le café, le chocolat. Et donc c'est des produits après la date, pas de risque sanitaire, je peux le consommer, je ne vais pas tomber malade, il n'y a pas de risque. Et au pire du cas, mais encore une fois, nous, ça nous est arrivé très très peu, on n'a quasiment aucun retour là-dessus, ça va être un peu moins croustillant, ça va être un goût un peu passé ou un peu fade, mais c'est très rare et vraiment on n'a pas trop de sujets. Donc DLC, produits frais, DDM, produits secs. D'accord, donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tous les produits secs, donc les conserves, les pâtes, comme tu disais, le thé, le chocolat, oui. Tout ça, oui. Même si c'est périmé, on peut le consommer encore combien de temps après? Il n'y a pas de règle, mais il faut utiliser le bon sens. Il faut sentir, regarder, voir, goûter, et il n'y a pas de risque. Peut-être qu'au bout de quelques années, il faudra goûter et être un peu plus vigilant, mais sur plusieurs mois, il n'y a aucun problème. Le miel, c'est un produit qui ne périme pas. La moutarde, c'est un produit qui ne périme pas. Donc, le miel ou la moutarde, vous pouvez... Donc, c'est des produits secs, donc des DDM. Donc, vous allez avoir une date sur l'emballage, mais de la moutarde, qui n'a pas un pot de moutarde qui, depuis de nombreux mois dans son frigidaire, et vous pouvez le consommer sans aucun risque. Mais en vrai, même sur le frais, en fait, le frais, quand vous ouvrez un yaourt, vous allez le goûter, vous allez voir rapidement s'il est bon à la consommation ou pas, quoi.
Vous, est-ce que vous avez des invendus et qu'est-ce que vous faites de vos invendus? Alors nous, la beauté du modèle, c'est qu'on n'a pas d'invendus. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que dans cette idée de cohérence de tout ce qu'on fait, on ne voulait pas déplacer le problème du gaspillage alimentaire de l'industriel chez qui on achète les produits à notre entrepôt et de notre entrepôt chez le client final. Et comment on fait ça? C'est que, en fait, comme c'est des fausses dates courtes, comme on a expliqué précédemment, moi j'ai un peu de temps quand j'achète à mon industriel des produits, j'ai 3, 4, 5, 6 mois, parfois un an ou même plus pour le vendre, le produit. Donc j'ai le temps de vendre ces produits-là avant qu'ils arrivent en date passée ou peut-être avec 6 mois de date passée, où là ça pourrait être compliqué parce que dans l'imaginaire collectif, quelqu'un se dirait je vais quand même pas acheter un produit qui a 6 mois de date passée. Mais donc moi j'ai pas cette situation-là. Pourquoi? Parce que moi, sur le site internet, vous allez choisir uniquement les produits dont vous avez besoin. Vous allez acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Ce qui est différent de certains acteurs qui vont proposer des paniers mystères, où là, vous allez potentiellement vous retrouver avec du café dans le panier mystère, mais comme vous ne voulez pas de café, il va finir à la poubelle. Moi, si vous ne voulez pas prendre de café, vous ne prenez pas de café sur le site et vous allez choisir uniquement les produits que vous allez consommer. Vous en êtes où aujourd'hui? Quels sont vos projets? Vous avez bien grandi depuis 2 ans. Vous avez 19 salariés, c'est ça maintenant? Ouais, on est 19 en tout. Et quelle est l'ambition? Tu seras où dans 5 ans? Willy Anti-Gaspi sera où dans 5 ans? J'espère que Willy Anti-Gaspi dans 5 ans sera le leader de l'anti-gaspi en ligne en France et en Europe. J'espère qu'on aura sauvé des centaines, même des millions de produits de la poubelle. Et j'espère qu'on sera connu comme une solution alternative et hyper adaptée pour lutter contre le gaspillage et rendre des produits bio et français accessibles à tout le monde. Tu m'as toujours pas dit c'est qui ce Willy? Willy, c'est personne. Personne s'appelle Willy, ni moi ni mon cofondateur. Le choix de Willy, il était intéressant. On voulait un nom qui était facilement mémorisable et on voulait surtout en fait un nom qui dédramatise une cause qui est hyper grave. Donc en fait, on voulait un nom qui fait un peu enfantin. Willy, c'est quand même... En tout cas, on dédramatise avec le nom de la marque une cause qui est hyper sérieuse. Et donc nous, ça résume bien ce qu'on veut faire, parce qu'on veut être hyper positif et on croit qu'on peut changer les choses et on croit qu'on peut s'en sortir. Et donc ce côté positif, on le voulait aussi dans le nom de la marque. Et pour les plus anciens d'entre nous, il y avait un petit clin d'œil pop culture avec Sauver Willy et Sauver les invendus. Mais ça fonctionne moins avec les nouvelles générations. Ils n'ont pas la ref, quoi. Ils n'ont pas la ref, non. Quel a été le moment le plus fort dans cette aventure entrepreneuriale? Normalement, c'est le premier qui te vient en tête qui marche. Je sais pas, on en vit plein des moments. On est sur une hyper croissance, on a des gens qui nous rejoignent tous les mois, on a des nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, qui sont hyper engagées, qui ont envie de bien faire les choses. Peut-être le moment le plus marquant, c'est en juillet, on a fait une réunion d'équipe, ça fait un peu grosse boîte, mais on est parti faire de l'acrobranche avec l'équipe pas loin de l'entrepôt. Et c'était trop bien, quoi. On était tous ensemble, avec John, on se regardait, on se disait, ouais, il y a 2 ans on était 2, maintenant on est quasiment une vingtaine, et c'est hyper puissant, quoi. Tous les gens qui sont là, ils sont brillants, intelligents, ils ont envie de bien faire les choses, ils ont envie de changer le monde, ils ont une énergie débordante et ça c'est trop cool. Et si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Rien, on peut pas recommencer. Si jamais je faisais différemment, je me dirais, je penserais directement anti-gaspi plutôt que d'essayer de faire une marque et un site e-commerce bio accessible à tous, où en fait on n'a pas réussi à le faire pendant 1 an, donc on pourrait se dire qu'on a perdu 1 an, mais c'est pas vrai, parce que c'est pendant tout ce travail d'1 an qu'on a réfléchi à plein de choses et qui a fait qu'on a pu faire le pivot et qu'on a pu aller sauver tous ces produits. Est-ce que tu aurais un conseil pour mieux manger? À part aller faire ses courses sur mieux manger, utiliser son bon sens. Je pense que c'est vraiment une question de bon sens, et revenir à des choses qui sont cohérentes, quoi. C'est de se dire... quand ça me semble incohérent ou quand ça manque de bon sens, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, sur mes achats, quand j'achète des choses, acheter des produits de saison, ça semble une évidence. Acheter des produits qui sont pas des fruits et légumes qui sont pas prédécoupés dans des petites box en plastique. Enfin, c'est du bon sens, quoi. Donc, c'est remettre du bon sens dans notre quotidien. Après, je dis pas que c'est facile de bien consommer. Et c'est aussi pour ça qu'on a monté la boîte. C'est que ça coûte cher, qu'il y a des problèmes... de pouvoir d'achat et qui sont existants, donc c'est pas si simple et tout le monde ne peut pas aller aussi vite qu'il le voudrait peut-être, et c'est aussi à prendre en compte, parce que peut-être un point qui est important pour nous, c'est que nous on veut pas parler aux gens qui sont uniquement hyper convaincus.
Nous, on veut parler à tout le monde. Et encore plus aux gens qui ne sont pas forcément convaincus ou qui n'ont pas fait forcément ce chemin intellectuel de se dire voilà, je vais consommer bio, je vais consommer anti-gaspi, je vais consommer... Et peut-être les accompagner, encore une fois, avec cette pédagogie, expliquer et embarquer un maximum de gens pour qu'il y ait un maximum de personnes qui s'embarquent dans l'aventure anti-gaspi et qui aillent sauver des produits. Clément, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être ? Peut-être que la recette, c'est bien choisir ses combats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans la vie, à un instant T, en tout cas, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut un peu choisir où est-ce qu'on met son énergie et il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer, mais est-ce que c'est la famille, les proches, le boulot, l'argent, la carrière, le bien manger, le bien consommer, la planète ? Et c'est important, je pense, de se poser les bonnes questions et de faire des choix et d'être très clair sur ce qu'on appelle les moteurs. C'est quoi mon moteur et c'est quoi qui me booste tous les matins et c'est quoi qui me motive. Qu'est-ce qui te motive tous les matins, Clément ? En ce moment, c'est ma famille, c'est mes proches et moi j'ai des petits-enfants, donc c'est sûr que c'est un moteur et c'est sûr que c'est quelque chose qui m'embarque encore plus dans l'aventure et dans Willy Anti-Gaspi parce que j'ai envie qu'ils soient fiers de ce que je fais au quotidien et je pourrais pas les regarder demain en leur disant on savait mais on n'a rien fait, quoi. Merci beaucoup Clément, merci pour ton temps. Merci.